Nous sommes à Lens-Saint-Rémy, en région wallonne. Situé entre Liège et Bruxelles, ce modeste village de 1000 habitants attire une population aisée à la recherche de maisons pittoresques en briques. On est à la campagne, c'est des jolies maisons, c'est calme évidemment, c'est un village vraiment très tranquille qui est à la fois tout près de la ville et à la fois à l'écart. Mais le 31 mai 2016, la tranquillité du village va voler en éclats. Ce soir-là, Élodie, une jeune femme de 30 ans, s'étonne de ne plus avoir de nouvelles de sa mère, Chantal. Face à cette situation inédite, elle décide de se rendre immédiatement à son domicile. Elle constate que le garage est ouvert, elle constate qu'il n'y a pas de traces d'effraction, et donc elle se rend quand même rapidement compte qu'il y a un problème puisque le véhicule n'est plus là. De plus en plus inquiète, Élodie entre dans la maison de sa mère. Et là, elle constate que sur la porte de la chambre à coucher de sa maman, la clé se trouve à l'extérieur, alors que sa maman avait l'habitude de s'enfermer pour la nuit. Et elle se dit, tiens, c'est curieux. Et elle rentre dans la chambre et là, malheureusement, elle tombe sur le corps de sa maman qui est couchée sur le lit, sur le dos. Elle est ligotée, elle est bâillonnée, elle est colsonnée. Elle a un mouchoir dans la bouche, elle a une ceinture autour de la bouche pour bien être certain que le bâillon reste comme il est. Complètement paniquée, la jeune femme tente de venir en aide à sa mère. Mais elle réalise très vite qu'il est déjà trop tard. Elle crie, elle hurle, elle appelle les secours aussi, qui arrivent très très vite. Et un voisin l'entend crier, et c'est d'ailleurs le seul bruit que les voisins entendront ce soir-là. Mais alors, que s'est-il passé dans cette maison? Dans quelles circonstances Chantal a-t-elle été tuée? Et qui est l'auteur de ce meurtre sordide? Une poignée de minutes après l'appel de détresse, les policiers de secteur arrivent au domicile de Chantal. À leur tour, ils réalisent l'horreur de la situation. On va constater les traces laissées par les colliers de serrage qui laissent penser que ça a duré un certain temps. On va retrouver aussi des différentes traces au niveau des yeux qui montrent qu'il y aurait eu usage d'une bombe lacrymogène par exemple et certains hématomes qui montrent qu'elle se serait débattue et qu'il y aurait eu un contact physique plutôt rapproché. En parallèle des prélèvements ADN, les enquêteurs belges étudient avec minutie la scène de crime. Ils vont constater plusieurs choses d'inhabituelles. 1. Le chien est enfermé dans la cuisine. 2. La porte du garage est ouverte. 3. Le véhicule, qui a un certain prix, a disparu. Et on constate très rapidement qu'il n'y a pas de traces d'effraction, ce qui veut dire que l'auteur a pu rentrer dans les lieux, probablement en toute confiance. Si la maison n'est pas en désordre, elle semble pourtant avoir été fouillée. On se rend compte que des objets comme le portefeuille, le GSM, des clés, donc des choses importantes du quotidien ne sont pas retrouvées. La piste du cambriolage résonne de plus en plus dans l'esprit des policiers. À la recherche d'un éventuel témoin, ils procèdent sans plus attendre à une enquête de voisinage. Mais personne n'a rien entendu. Il faut savoir que la maison de Chantal, qui est une maison cossue, assez jolie, est un peu en retrait de la route. Enfin, un retrait assez naturel dans les campagnes comme ça, mais donc c'est une maison isolée. Dès le lendemain, la nouvelle du meurtre de Chantal se propage aux quatre coins de la région.
Ça a été vraiment un grand choc, évidemment, pour le village et même pour les environs. Parce que d'abord, Chantal, en tant que pédicure, était super connue par les personnes âgées, par les personnes plus jeunes. Et c'est aussi le choc parce que ça se passe dans un petit village qui est d'habitude tout à fait tranquille, qui est calme, où il ne se passe jamais rien et certainement pas ce genre de choses. D'autant que la victime menait une vie bien rangée. Chantal, c'est une dame de 52 ans qui a 2 enfants, 2 grands-enfants, un fils et une fille. Une femme absolument sans histoire, très appréciée de sa clientèle et des gens qu'elle côtoyait. Elle habitait sur place depuis des années, à proximité également de ses parents. Mais depuis son divorce, au début des années 2000, Chantal souffrait de solitude. Elle recherchait la compagnie et c'était une mère très très proche de ses enfants. Les contacts avec sa fille étaient plus que journaliers, c'était presque horaire. Elle avait sans arrêt des contacts avec eux. Devant la gravité des faits, le dossier est confié à la police judiciaire fédérale de Liège. Au cours de leurs auditions, les enquêteurs font une découverte majeure. Ils apprennent que Chantal a déjà été cambriolée 2 ans auparavant. Là, il y a plusieurs hommes encagoulés qui s'étaient introduits dans la maison, qui sont allés jusque dans sa chambre à coucher, en fait, pour prendre les clés de sa voiture et la télécommande du garage. Et c'est seulement quand ils sont ressortis et que la porte du garage a fait du bruit qu'elle a été réveillée et qu'elle s'est rendue compte et elle a pu les mettre en fuite. Tandis que ces cambrioleurs n'ont jamais été identifiés, les policiers se demandent si cette affaire a un lien quelconque avec le meurtre de Chantal. Mais les proches de la victime vont mettre les enquêteurs sur une autre piste. Ils affirment que Chantal avait un rendez-vous galant avec un négociant en vin italien le soir de sa mort. Et donc, très rapidement, l'enquête va se focaliser sur ce rendez-vous et savoir ce qu'il en était, rechercher qui était finalement la personne qui avait rendez-vous avec la victime ce jour-là. Mais alors, qui est ce mystérieux individu? S'agit-il du meurtrier? Et la police de Liège parviendra-t-elle à retrouver sa trace? Quelques jours après le meurtre de Chantal, la police judiciaire prend connaissance des conclusions du médecin légiste. Elle confirme de manière absolue que la mort est une mort violente, indubitablement, et que la mort vient de l'obstruction des voies respiratoires et vient indiscutablement soit d'une strangulation, soit d'une asphyxie. Et l'on sait que le processus de l'asphyxie avec une victime qui se débat et qui de temps en temps retrouve de l'air peut être assez long. Ce qui veut dire que pour commettre les faits, l'auteur était déterminé à en arriver au décès de la victime. Le 3 juin 2016, les enquêteurs reçoivent une information capitale. La voiture de la victime vient d'être signalée par une riveraine dans le village de Vieux-Walef, à 8 km de son domicile. L'enquête va démontrer que ce véhicule est là depuis, semble-t-il, la fin du mois de mai. Ça correspond à la nuit des faits. Le lendemain, un promeneur découvre un porte-clés et des bijoux appartenant à Chantal, à proximité du lac de la Gravière-Broc. Mais ce n'est que 2 semaines plus tard que l'enquête connaît un véritable rebondissement. Sur les images des caméras de vidéosurveillance situées près du domicile de la quinquagénaire, les policiers remarquent un étrange manège.
et vont constater que le soir du décès, vers 19h24, arrive un véhicule et qu'une personne, le conducteur, montre manifestement le chemin au passager. On va voir que le passager descend du véhicule et se dirige tout droit vers le domicile de Chantal. La personne qui est déposée est quelqu'un qui est particulièrement bien connu des forces de police, puisque c'est quelqu'un qui a déjà fait l'objet de condamnations extrêmement lourdes pour des faits extrêmement graves, puisqu'il s'agit de faits de vol avec violence, à main armée, avec prise d'otage. Cet homme s'appelle Stéphane. Il a 38 ans. Le conducteur du véhicule ne va pas tarder non plus à être identifié par les hommes de la police judiciaire. Après, il s'intéresse à la plaque de la voiture et là, il remonte jusqu'à une certaine Sabrina, qui elle-même était gardienne de prison. Mais alors Sabrina et Stéphane connaissaient-ils la victime? Pourquoi aurait-il tué la pédicure du village? Et quelles seront leurs versions en garde à vue? À Liège, les enquêteurs se concentrent sur les profils de leurs deux suspects. À commencer par celui de Sabrina. Elle a une enfance relativement normale, avec une mère qui est un peu portée sur la boisson, donc pas très aimante, mais un père qui tente de compenser. À 40 ans, Sabrina élève 3 filles, nées de 3 unions différentes. Ça lui demande énormément de sacrifices et il va y avoir dans sa vie, je veux dire, une recherche à l'argent qui est plutôt importante que pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et elle va avoir plusieurs emplois. Elle va d'abord travailler dans la vente. Elle va faire différents parcours et puis elle va réussir des concours pour devenir gardienne de prison. C'est dans le cadre de son travail que Sabrina rencontre Stéphane. L'homme n'est pas un collègue, mais un prisonnier qui purge une peine de 10 ans pour un braquage avec prise d'otage. Il s'agit de sa seconde condamnation, après avoir déjà écopé de 5 ans de prison pour une attaque à main armée. Et en prison, en fait, il s'avère que c'est quelqu'un tout à fait correct. C'est quelqu'un qui veut apprendre aussi, parce qu'au départ, il était quasi analphabète. Et puis, en fait, en prison, il va suivre des cours, des formations. Libéré sous contrôle judiciaire en 2013, le trentenaire crée une association de prévention contre la délinquance juvénile. Tout le monde est convaincu à ce moment-là qu'il est sur le chemin de la réinsertion. On a vraiment confiance en lui. On pense que cette fois-ci, c'est bon. 3 ans plus tard, en 2016, Stéphane croise par hasard Sabrina dans un centre commercial. Ils vont se rappeler certains souvenirs et ils vont débuter une relation sentimentale qui va être passionnée. Les enquêteurs, en charge de l'affaire, vont également apprendre que depuis quelques semaines, Stéphane vit au domicile de sa compagne, à Landen, à la frontière entre la Flandre et la Wallonie. Fort de cette information, les policiers de Liège interpellent les suspects et perquisitionnent le domicile. Ils vont découvrir un sac à dos dans lequel ils vont trouver une arme à feu qui appartient à Stéphane. Ils vont découvrir les colliers et colsons de même nature que ceux qui ont servi à ligoter les jambes et les bras de la victime. Tandis que le couple est placé en garde à vue le 14 juin, les hommes de la police judiciaire vont faire une autre découverte majeure. En examinant l'agenda de Chantal, ils réalisent que Sabrina et la victime se connaissaient. Chantal est la pédicure, je dirais, historique de la famille de Sabrina. Elle intervient tant pour elle que pour ses filles. Et elles ont une relation qu'on pourrait qualifier de copinage. Donc elles s'entendent bien. Interrogée par les enquêteurs, Sabrina nie toute implication dans le meurtre de sa pédicure. Mais
Et très rapidement, elle va être confrontée aux vidéos de surveillance où on la voit montrer le chemin. Elle va contester montrer le chemin, mais donc elle va devoir évidemment admettre avoir conduit sur place Stéphane. Donc elle va expliquer que Stéphane lui a demandé de le conduire là sans la moindre explication. Et là, elle va reconnaître qu'elle l'a conduit sur place, qu'elle est venue le rechercher aux alentours de 23 heures. Stéphane, quant à lui, va adopter une posture bien différente. Il explique qu'au détour d'une conversation, Sabrina lui a affirmé que sa pédicure possédait un véhicule coûteux. Face aux policiers, Stéphane raconte alors qu'il a eu l'idée de le dérober. Et le 31 mai, au soir, sa compagne n'aurait fait que le déposer en voiture. Donc il se présente sur place, son seul et unique but à ce moment-là est de voler la voiture par ruse. Il pense qu'il lui suffirait de visiter la maison, de trouver son sac à main, de trouver les clés du véhicule, de prendre ce véhicule et finalement de filer à l'anglaise. Il dit qu'il est passé par le garage et qu'il s'est fait surprendre par Chantal et que du coup il lui a mis un coup de gazeuse dans le visage et puis il y a une lutte, etc. Il l'aura emmené à la salle de bain pour lui mettre de l'eau sur le visage. De peur qu'elle ne crie, Stéphane l'attache et la bâillonne au plus vite. Et il va constater, après quelques secondes ou quelques minutes, quand il va recouvrir ses esprits, que malheureusement, la victime ne réagit plus aux stimuli. Il va prendre son pouls, il va constater qu'elle est malheureusement décédée. Alors les deux suspects disent-ils toute la vérité? Quelle est la part de responsabilité de chacun? Et que vont révéler les expertises génétiques? À la police judiciaire de Liège, les résultats des expertises génétiques tombent le 24 octobre. Le verdict est sans appel. L'ADN de Stéphane a été retrouvé sur plusieurs liens ayant servi à entraver la victime. Mais ce n'est pas tout. Ce qui va être plus interpellant, c'est que sur un collier de serrage, celui qui se retrouve au pied de Chantal, on va retrouver également l'ADN de Sabrina. La défense de la mère de famille ne tient plus. Pour les enquêteurs, le rôle de Sabrina dans cette affaire est plus important qu'elle ne veut bien le dire. Ils ont besoin d'argent. Sabrina a toujours besoin d'argent, mais là ils sont un peu acculés. Si Sabrina reste sur sa position initiale, son compagnon, lui, va donner davantage d'informations aux policiers. Il raconte qu'ils ont monté ensemble un stratagème pour approcher Chantal sans éveiller ses soupçons. Stéphane devait se faire passer pour quelqu'un d'autre auprès de la victime qui ne l'a jamais vue. Il va notamment expliquer que c'est lui qui est à l'origine de l'idée du vendeur de vin italien, que c'est Sabrina qui va dire que ça pourrait plaire justement à Chantal. En effet, Sabrina sait que sa pédicure souhaite refaire sa vie et que ce profil inventé du négociant italien pourrait bien attiser sa curiosité. Quelques jours avant le cambriolage, Stéphane prend rendez-vous par téléphone au domicile de Chantal pour des soins de pédicure. Et il insiste pour être le dernier client de la journée. Il la drague manifestement lors du premier entretien téléphonique. Elle se laisse plus ou moins draguer, mais elle va quand même avoir certains comportements de prudence, puisqu'elle va lui poser la question de savoir par quel intermédiaire il a pris contact avec elle. Sous sa fausse identité, Stéphane cite alors le nom de Sabrina comme référence. Mais l'opération séduction ne s'arrête pas là. On va découvrir que la veille du décès de Chantal, Sabrina avait rendez-vous chez Chantal avec ses filles pour des soins et les filles vont confirmer qu'elles ont discuté de ce vendeur de vin. Sabrina renforçait l'idée de Chantal sur le fait que la personne qui allait venir et que c'était quelqu'un de très bien et qu'elle ne devait pas craindre de le recevoir.
Chantal ne se doute de rien. Et le jour du rendez-vous, vers 19h30, Stéphane sonne à sa porte. La pédicure le fait entrer et ils s'installent tous deux sur le canapé. Et donc il va y avoir des discussions entre les intéressés, puis l'auteur va se rendre, dit-il, aux toilettes, mais il va commencer à fouiller un peu l'habitation à la recherche manifestement d'éléments de valeur, des clés du véhicule, d'argent éventuellement, et puis il va être surpris. Elle se sera armée d'une bombe lacrymogène, va l'utiliser, va s'en suivre une bagarre avec notamment morsure. Il va réussir à avoir la main à un moment donné sur la bombe lacrymogène, va l'utiliser contre Chantal. Ensuite, les choses vont se calmer, ils vont aller dans la salle de bain, elle va se rincer le visage, dit-il. Il va tenter de la calmer. Elle crie, elle tempête. Il a naturellement peur qu'une personne du voisinage soit alertée. En garde à vue, Stéphane explique qu'il a alors emmené Chantal dans sa chambre à coucher et sorti des colliers de serrage de son sac. Il a trouvé un essuie dans la salle de bain qu'il va utiliser comme un bâillon. Il va également trouver des mouchoirs qu'il va utiliser pour tenter finalement de faire taire la victime. Il va s'énerver sur elle, il va la coucher sur le lit, dos sur le lit, il va monter à califourchon sur elle, mettre ses mains sur son visage et, dit-il, pour la faire taire, maintenir ses mains sur son visage sans arrêt. Et il va expliquer qu'il va constater à un moment donné le décès. Lui, très rapidement, va reprendre les affaires, va quitter les lieux, puisque le vol s'est passé d'une manière qui n'était pas souhaitée. Il va ensuite se débarrasser de tous les objets, abandonner la voiture. Suite aux aveux de Stéphane, le couple est inculpé et mis sous mandat d'arrêt pour vol avec circonstances aggravantes de meurtre. Alors comment se passera le procès d'assises? Sabrina changera-t-elle de version? Et à quelle peine le duo meurtrier sera-t-il condamné? Le 28 janvier 2019, le procès des deux accusés s'ouvre devant les assises de Liège. Un moment d'autant plus douloureux pour les proches de Chantal que Sabrina comparaît libre. En fait, après un an de détention préventive, les autorités d'instruction ont décidé que Sabrina pouvait bénéficier d'une libération d'abord sous surveillance électronique, donc un bracelet électronique. Et que depuis qu'elle était sortie de prison, forcément, elle circule dans la ville, qui est la ville où eux-mêmes vivent, font leurs courses. Donc il y a toujours ce stress de la croiser, ce qui est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé aussi aux parents de Chantal de croiser Sabrina dans les rues de Hanu. Et donc ça, c'était très difficile à vivre pour eux. Et les parents de Chantal que je représentais n'ont pas souhaité assister au procès, même pas comme témoin. C'était trop dur. Il faut bien se rendre compte que quand vous avez un enfant unique, le perdre dans ces conditions-là, c'est absolument épouvantable. Ils n'avaient pas envie d'entendre le détail des tortures qu'elle avait dû subir. 3 ans après les faits, les enfants de la victime attendent que Sabrina assume sa part de responsabilité. C'est elle qui est à la base et qui est à l'origine des faits. C'est elle qui a permis aux faits de se produire. C'est elle qui a permis que l'on abuse de la confiance de la victime et c'est elle qui a fait en sorte que ce soir-là, la porte de la victime puisse s'ouvrir sans qu'il n'y ait de méfiance particulière. Sabrina était quelqu'un qui était proche de Chantal et donc l'impression d'avoir été trahi était extrêmement forte dans la famille et donc la reconnaissance de cette culpabilité était un point essentiel. L'autre enjeu de ce procès est de savoir si Stéphane a volontairement donné la mort à sa victime. Mais comme Sabrina, l'homme reste sur sa dernière version. L'attitude des accusés était assez désagréable puisqu'il s'agissait d'essayer de s'en sortir. Plutôt que d'assumer réellement ses responsabilités. Dans le chef de l'un, nier l'évidence, à savoir l'intention de tuer,
et nier dans le chef de l'autre d'avoir participé au fait et donc à la circonstance aggravante de meurtre était assez insoutenable pour les parties civiles. Mais dès le 3e jour d'audience, Sabrina fait finalement volte-face. Elle n'a pas uniquement conduit son compagnon au domicile de la victime. Il va admettre sa participation dans l'élaboration du vol et de la mise en place de celui-ci, c'est-à-dire d'avoir rassuré Chantal, d'avoir mis en place tout cela. Si l'accusée assure qu'elle n'était pas présente dans la maison, un doute subsiste. Comment son ADN s'est-il retrouvé sur un collier de serrage? À l'évidence, cela signifiait qu'elle avait préparé les colliers colsons avec son comparse en vue de la commission des faits, très clairement. Au terme de 8 jours de procès, le 8 février 2019, Stéphane et Sabrina sont reconnus coupables de vol avec circonstances aggravantes de meurtre et condamnés respectivement à la perpétuité et à 25 ans de réclusion. Et ce sont évidemment des peines qui sont extrêmement lourdes, mais qui sont à la hauteur de la gravité des faits, en tenant compte aussi de la souffrance des victimes qui, elles, malheureusement, vont devoir aussi vivre éternellement avec la réalité de cette affaire. Aujourd'hui, à Lens-Saint-Rémy, la disparition de Chantal a laissé un grand vide. Depuis le drame, les proches de la mère de famille peinent à se remettre de cette terrible épreuve. Pour eux, je crois que plus rien ne sera comme avant, puisqu'ils avaient la visite de leur fille pratiquement tous les jours, et que là, aujourd'hui, les choses ont tellement changé, ils se demandent un petit peu encore pourquoi ils continuent à vivre. Il est évident que mes clients, les enfants de la victime, resteront toujours profondément attachés à leur maman, dont malheureusement ils ont été privés dans leur cheminement de vie, et l'on sait que pour tout un chacun, une maman c'est extrêmement important. Et donc ça reste et ça restera quelque chose de terriblement douloureux pour eux.